Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Avant match, Las Palmas, Barça, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le Barça qui continue la course au titre. Oui, la course au titre demain contre Las Palmas, une équipe contre qui on a eu du mal il n'y a pas si longtemps que ça. Donc le match, évidemment, ne sera pas pris à la légère, en tout cas pas de mon côté, soyez-en sûrs. Mais bref. On va parler un petit peu d'actu avant de se lancer dans cette aventure qui est l'avant-match. Et on va parler de, évidemment, le tirage au sort de la Ligue des Champions pour les huitièmes de finale. Le Barça qui va tomber contre le Benfica Lisbonne, équipe qu'on connaît bien car aussi, contre eux, on a eu un peu de mal, même si on a gagné le match. Et ce fut un scénario quand même assez incroyable, une soirée de Ligue des Champions dantesque, incroyablement folle. Donc il y avait le choix entre le Benfica et le PSG. On tombe contre Benfica, le PSG tombera contre Liverpool, on tombe du côté du tableau où disons que c'est un peu plus abordable, disons que de l'autre côté où il y a peut-être un peu plus d'équipes compliquées. Voilà. Donc on en a parlé un petit peu dans le live, j'ai fait un live tout à l'heure à midi pour le tirage au sort. Et si je dois donner un petit peu mon avis sur le tirage au sort, je ne ferai pas de vidéo spécialement pour ça, pour donner mon avis, je vais le donner maintenant. Je pense que c'est un tirage plus favorable que le PSG. Je pense que le PSG, là, ils reviennent bien en forme par rapport au début de saison où c'était un peu plus abordable. Là, dernièrement, le PSG, c'est une équipe un peu plus sérieuse, disons, un peu plus compliquée à jouer. Il y en a qui voulaient tomber contre le PSG, il y a toujours ce discours aussi de si on veut gagner la Ligue des Champions, il faudra jouer contre les grosses équipes, c'est évident, mais si on peut se faciliter le chemin entre guillemets jusqu'à la finale, c'est toujours plus sympa de toute façon, et plus on avance, plus on va ramasser aussi de l'argent, donc si on peut se faciliter ça aussi, c'est le bienvenu. Donc Benfica, ça sera pas non plus le match le plus facile à jouer, on a vu la dernière fois, c'est ça aussi une bonne chose. Certains peuvent se dire attention, match piège. J'en ai parlé aussi dans mon live tout à l'heure et je pense pas que ça soit un match piège parce que on a déjà joué contre eux, donc on sait à quoi s'attendre. Et c'est ça qui est aussi une bonne nouvelle. Le Benfica savait à quoi s'attendre et j'ai l'impression que ce Barça-là, ou même les supporters, ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre contre Benfica et peut-être se voyaient trop beau. Et on l'a vu la dernière fois. On n'est pas passé loin d'une belle fessée. Au final, on est passé d'une belle fessée à d'un coup une remontada folle et une victoire impressionnante de la part du Barça. Donc ça, c'est très positif, c'est bien. Mais voilà, attention quand même, Benfica a les armes, sont très bien capables de nous faire très mal. Dans ce match-là, il ne faut pas l'oublier non plus, on avait fait un début de match catastrophique, cataclysmique, avec Szczesny qui avait couché Baldé sur une sortie. C'était assez catastrophique, un début de match où tout allait de travers, et un Benfica qui rapidement s'est mis à l'aise dans le match. C'était un scénario particulier. Les débuts de match comme ça, les matchs où Szczesny sort, il balaye un de nos joueurs, ça n'arrivera pas à tous les matchs, on l'a vu, Szczesny est un peu plus en confiance maintenant que s'il ne l'était il y a quelques semaines, donc forcément ce sera un match différent. Ça se trouve, le match va se finir à 1-0 ou 1-1 ou un truc comme ça, on sait pas trop, tu vois, c'est pas parce qu'on a gagné 5-4 la dernière fois que ça va être un match aussi spectaculaire, mais on sait que c'est une possibilité. On sait que Benfica est capable d'en mettre 4 contre nous. Donc au moins on est prévenu. Donc où est le piège ? Il n'y en a pas. Attention, danger, on est au courant. La chose de positive aussi, c'est que on est à l'extérieur, on joue à l'extérieur le match aller et le retour, on reçoit l'équipe à domicile, les adversaires. Donc ça, c'est quelque chose de positif. De recevoir à domicile pour le match retour, c'est toujours positif. Donc voilà. Ça, c'est autre chose à noter. Est-ce qu'on est favori pour se qualifier? Logiquement, oui. Surtout qu'on les a déjà battus. Donc, forcément, il y a ce truc de favori. Le Barça fait partie des grands favoris pour aller jusqu'en finale, voire même de peut-être remporter cette coupe par rapport à la forme de l'équipe depuis le début de la saison. Maintenant, est-ce qu'on va garder cette forme-là tout au long de la compétition, tout au long de la saison? C'est la seule question un petit peu qu'on peut se poser. On sait qu'un Barça très en forme, comme on l'a vu en début de saison, peut battre des équipes comme le Real Madrid, le Bayern, Benfica, là, voilà, faire des gros matchs, des matchs où offensivement, il y a quand même, c'est très spectaculaire. On sait qu'on est capable de le faire. Maintenant, à savoir si on pourra le reproduire et garder cette forme-là et cette confiance tout au long de la saison, tout simplement. Moi, c'est ma seule vraie interrogation.
en soi. Maintenant, comme je l'ai dit, on est favori. Le chemin est presque tout tracé jusqu'en demi-finale. Ça devrait être normalement abordable. Maintenant, le même discours à chaque fois, les gars. Faut pas se voir déjà en demi-finale. Et ça, c'est surtout pour les joueurs. Évidemment, dans leur tête, faut pas qu'ils abordent le match en se disant on est déjà qualifié, on a déjà gagné, on va penser à un autre match. Évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça, le football. Faut être focus. Puis nous, on va pas non plus avoir cette surconfiance en nous comme si ça allait être trop facile. On l'a dit juste avant, Benfica, c'est un morceau quand même et ils vont pas rendre la tâche facile et il faudra jouer sérieusement jusqu'au bout, tout simplement. Prendre match après match sans déjà penser à une potentielle finale ou je sais pas quoi. Parce qu'évidemment, il y a une potentielle finale contre le Real Madrid. Et une finale, un classico en finale. On en a parlé aussi pendant le live tout à l'heure, ce serait quand même... il y aurait une tension monstrueuse, je pense. Et je pense que ça serait fou. Et je pense que plus personne ferait trop le malin chez les supporters. Il y aura toujours des supporters qui font les malins, tout ça. Mais en soi, celui qui perd, attention au pressing qui va se prendre, à l'humiliation derrière que peuvent se prendre les supporters et tout, les taquineries, ça peut être fou. Mais avant de penser à des finales, il faudra penser déjà à ce 8e, ce match aller-retour, le jouer sérieusement, le gagner. Et après, on voit pour la suite. Bref, on va parler maintenant de Las Palmas, qui est une équipe qui est absolument pas du tout en forme. C'est d'une violence sans nom. Quand on regarde les 7 derniers matchs de Las Palmas, c'est 6 défaites et 1 match nul contre Osasuna. 2 cartons rouges sur les 7 derniers matchs. Un carton rouge contre Osasuna, un carton rouge contre le Real Madrid. Voilà, une défaite donc dans le dernier match contre Mallorca 3-1 à l'extérieur. Une défaite à domicile contre Villarreal 2-1. Une défaite à Gijón à l'extérieur 2-1. Un match nul à domicile contre Osasuna, une défaite à l'extérieur 4-1 contre le Real et une défaite à domicile contre Las Palmas, contre Retafe, pardon. Mais voilà, à domicile. Ils ont aussi perdu en Coupe d'Espagne 4-0 contre Elche. Voilà, la dernière fois qu'ils ont gagné, c'était le 22 décembre, donc en 2025 pour le moment, cette année, ils n'ont pas gagné un seul match. Pas une seule victoire pour Las Palmas, alors que le Barça, à l'instant T, évidemment on va toucher du bois parce que quand on dit ça, mais à l'instant T, en 2025, le Barça, c'est aucune défaite. C'est aucune défaite. On a fait 2 nuls contre Retafe et contre l'Atalanta, si je me trompe pas. Sinon, pour le reste, il y a eu certaines victoires qui étaient difficiles, contre le Rayo la dernière fois, contre Alaves, il me semble, il n'y a pas si longtemps. Sinon, c'est full victoire avec pas mal de beaux matchs, notamment le Classico, évidemment, en finale de Supercoupe, des matchs comme ça. Donc un Barça un peu plus en forme que quand la dernière fois qu'on a affronté Las Palmas, et un Las Palmas beaucoup moins en forme que la dernière fois on les a affrontés, c'est-à-dire le 30 novembre. Ça remonte un petit peu loin. On avait joué à domicile donc et on avait perdu ce match 2-1. On avait vécu un match, c'était un match l'après-midi, je m'en souviens, j'ai été au stade. Et c'est sûr que c'était pas un match très agréable à voir. On n'était pas dans une bonne forme en plus de ça. On avait quelques doutes. Il y avait peut-être un manque de fraîcheur de la part de certains joueurs. Là, entre-temps, il y a des joueurs qui sont revenus de blessures, des joueurs qui sont un peu plus en forme. On pense aux joueurs en forme comme Fermín López, Baldé, qui est plus en forme qu'il y a quelques temps ou que depuis le début de saison. Frenkie de Jong aussi, qui est revenu entre-temps de blessures et qui monte en puissance. Un Pedri qui est toujours aussi fort. Un Lewandowski, la dernière fois contre Las Palmas, il avait été assez mauvais. Et là, en ce moment, on sait que c'est un peu plus compliqué pour Lewandowski que par rapport au début de saison. Je me souviens d'un Ferran Torres qui avait été plus ou moins intéressant, je crois, à la rentrée, sa rentrée contre Las Palmas. Est-ce que là, il va être titulaire ou pas? Est-ce que Lewandowski va encore enchaîner? C'est possible. Lewandowski qui a marqué il n'y a pas si longtemps. Lewandowski qui a mis le penalty contre le Rayo. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Robert? Il a marqué contre Séville, le premier but. Contre Valence, bon, il a pas marqué, mais je crois qu'il a pas joué. Contre Alaves, c'est lui qui a marqué le but. Dernièrement, Lewandowski, au final, il marque des buts quand même. Les seules fois où il marque pas, c'est quand il joue pas. Est-ce qu'il va mettre un petit péno, un but facile? Peu importe. En tout cas, il marque. Donc déjà, pour la confiance du joueur, c'est déjà plus positif. Certes, il marque un peu moins qu'en début de saison, c'est évident. Mais il retrouve petit à petit les chemins des filets, le Roberto. Même si dans le jeu, c'est toujours un peu lourd, c'est toujours un peu lent, tout ça. Le fait déjà de marquer, ça garde un petit peu la confiance chez le joueur. Est-ce que le coach aussi veut le garder, vraiment le maintenir dans cette confiance-là, d'essayer qu'il marque un maximum, de le mettre dans les meilleures conditions pour que quand on arrivera dans des matchs importants, on va bientôt jouer la Coupe d'Espagne contre l'Atlético Madrid. Si je me trompe pas, c'est là, mardi prochain. Il va y avoir la Ligue des Champions, d'un moment, des
des matchs qui vont s'enchaîner là. Dans les prochaines semaines, il va y avoir des gros matchs. Enfin, des matchs, pas forcément gros matchs, mais des matchs qui sont pas évidents à gérer. On va jouer Las Palmas là. On a perdu contre eux récemment. Bon, c'était pas, comme on a dit, c'était pas la même situation, mais quand même. On va jouer contre l'Atlético Madrid en fin d'année. On avait joué contre eux. On avait fait un bon match, mais on avait perdu. On va jouer contre la Sociedad, équipe contre qui aussi on a perdu la dernière fois en championnat. Au match aller, c'était fin octobre, je crois bien. Ça correspond à la période de moins bien du Barça, mais quand même, on joue contre des équipes comme ça où on a un peu de mal. Après Benfica, après Osasuna contre qui on avait perdu. Osasuna qui a posé des problèmes là au Real Madrid récemment. Match retour après contre Benfica. Ensuite, on enchaîne un match contre l'Atlético Madrid. Donc là, de maintenant jusqu'au 16 mars, donc pendant un mois quasiment, on enchaîne des matchs qui, par le passé récent, on va dire, nous a posé quand même des problèmes. Donc attention au piège. Non mais attention à... Voilà, ça va être un enchaînement de matchs qui va être important. Et comme on l'a dit, il y a la course au titre derrière. On est repassé devant le Real Madrid, à égalité de points certes, mais on est quand même devant au classement actuellement. Donc il faut perdre un minimum de points et enchaîner les victoires. Pour le moment, on a enchaîné 2 semaines d'affilée sans match au milieu de semaine, ce qui nous a permis quand même de préparer un peu mieux les matchs, peut-être de souffler un petit peu plus. Maintenant, on va avoir le retour de matchs tous les 3 jours. Là, on joue demain et mardi, on joue contre l'Atlético. Après, on joue le week-end. Après, on joue en milieu de semaine contre Benfica, au week-end, milieu de semaine. Donc, l'enchaînement des matchs tous les 3-4 jours va revenir. Ça va être un des enchaînements décisifs. On va rentrer dans cette période de toute façon de la saison où c'est là que tu peux perdre le championnat, c'est là que tu peux perdre des trophées. Donc ça va être important, il va falloir que les joueurs soient à 100%. C'est pour ça que dans ce match-là contre Las Palmas, est-ce qu'on économise un petit peu Dani Olmo au cours? Est-ce qu'on le fait rentrer en cours de match pour qu'il prenne un peu le rythme, mais sans trop forcer, vouloir le mettre titulaire? Moi, ce que je me suis dit dans les derniers matchs, je me disais peut-être le mettre titulaire. Mais maintenant, là, il y a l'Atlético Madrid, qui arrive mardi. Donc j'aimerais bien potentiellement peut-être voir Olmo titulaire contre l'Atlético, ou en tout cas jouer une bonne partie du match. Donc est-ce qu'il faut le mettre titulaire là, ou est-ce qu'il faut le faire entrer genre 30 minutes, peut-être même 40, j'en sais rien, mais une bonne partie du match pour qu'il prenne le rythme? Ça peut être aussi une bonne idée. À voir à quel poste maintenant. Est-ce que ça sera au milieu? Est-ce que ça sera en faux neuf? Je ne sais pas quels sont les plans de Flick. On va passer à la composition d'équipe, les amis, c'est parti. Voici donc mon 11 pour le match contre Las Palmas. On enchaîne un petit peu. On enchaîne avec Robert en 9. On enchaîne avec Rafinha, Lamine Yamal sur le côté, évidemment. On enchaîne aussi avec De Jong à ce poste-là. On enchaîne avec la même défense. Toussaint. Donc voilà, Koundé qui retrouve son poste à droite s'il n'arrive pas en retard à la causerie du match. Baldé à gauche, Inigo, Koubarsi. À voir si on fait souffler aussi des joueurs en cours de match. On sait que Inigo revient de blessure, on sait que Baldé, cette saison, il a pas mal été géré, de temps en temps soufflé. On a beaucoup vu Gérard Martin, on a quand même beaucoup plus vu Gérard Martin par exemple que Hector Ford de l'autre côté. Koundé qui a beaucoup enchaîné, voilà. Koubarsi, Inigo, on sait qu'il y a Eric Garcia aussi qui est pas trop mal en ce moment. On sait qu'il y a Ronald aussi, dernière fois qui a pris un coup à la cheville. Donc est-ce que il sera de retour titulaire? Je ne sais pas, mais moi je partirais quand même avec cette défense-là, la défense de base. De Jong en 6 dans ce poste-là. On sait que dans le dernier match, moi j'ai donné mon avis, quand il redescend trop bas, je suis pas fan. Il peut redescendre un peu pour aider, ça il n'y a pas de problème. Mais pas constamment, pas automatiquement en fait. Et puis pas dans tous les matchs, je l'espère. C'est tout ce que je dis. Après voilà, il y en a qui me disent que ouais, je reste focus là-dessus, mais c'est un fait. Quand De Jong redescend trop bas, je trouve que ça n'a pas forcément constamment de l'utilité. Par moment, par séquence dans le match, ça peut aider. Si les défenseurs sont pressés et qu'ils font un autre soutien, pourquoi pas le voir descendre comme n'importe quel autre joueur. Si Koundé redescend un peu aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais de constamment se placer entre les centraux, si par exemple il y a qu'un seul attaquant qui vient presser, ça n'a pas d'intérêt en soi, tout simplement. Et puis des fois, De Jong qui redescend trop bas, avec la dernière fois Gavi qui était un poil peut-être trop haut, Pedri qui redescendait, et au milieu il n'y avait pas assez de monde, pas assez de soutien, ou alors il y avait des fois Rafinha qui redescendait très bas ici, donc on arrivait à toucher les joueurs, mais du coup derrière on n'arrivait pas à enchaîner parce que les joueurs étaient trop bas, tout simplement. Donc c'est ça moi aussi qui me posait un peu de problème, même si ça peut apporter certaines solutions que De Jong le redescende. Le problème c'était de faire le bon équilibre entre
apporter pour la sortie de balle, mais aussi être dangereux devant. Si De Jong le redescend, je donne un exemple bidon, mais si De Jong le redescend vraiment en défense, qu'on a les latéraux aussi qui descendent pour aider à la sortie, qu'on a Pedri tire descend bas, Rafinha tire descend bas aussi pour aider, qu'on a Lewandowski ici tire descend bas et Lamine, en fait on va jouer avec un bloc bas pour sortir le ballon et on n'aura pas forcément cette hauteur sur le terrain. C'est ça qui peut me déranger un petit peu. Bref, c'est juste mon avis. Autre détail ici, on va en parler tout de suite, comme ça va être fait. Vous savez, le fameux débat, on a eu un peu ce débat là, il y en a qui m'ont dit Gavi la dernière fois n'a pas été bon en 10. Moi j'ai répondu à ça que nous ne jouons pas avec un 10 et on m'a dit si on joue avec un 10 et moi je peux vous répéter que non, on ne joue pas avec un 10 et on peut tourner comme ça pendant 1000 ans. Il faut juste regarder le match, c'est pour ça que je fais des analyses aussi pour qu'on comprenne un petit peu mieux, moi-même aussi pour comprendre mieux ce qui s'est passé pendant le match. Je revois le lendemain et après je l'explique et je donne mon avis, en tout cas mon avis qui n'est pas forcément toujours peut-être le bon, hein, attention, mais sur un placement de joueur, par exemple le fait que Frenkie redescende très bas en défense, chacun a son avis sur la chose, mais là où on ne peut pas se tromper, c'est que Frenkie, son placement, il était très bas. Par exemple entre les deux centraux, là on peut pas dire, on peut donner son avis sur pourquoi il redescend aussi bas et pourquoi j'aime pas et tout ça. Ça c'est un avis. Maintenant son placement, s'il redescend entre les deux centraux, on peut pas dire De Jong n'était pas entre les deux centraux. Il était là. Et c'est pareil pour Gavi et c'est pareil donc pour Fermin qui est là. Fermin ne jouera pas comme un numéro 10 parce qu'il va jouer dans le demi-espace droit ici, tout simplement, comme l'a fait Gavi la dernière fois. J'avais montré la heatmap. La heatmap c'est le placement du joueur sur tout le match et sa heatmap elle était ici, dans cette zone là. Un numéro 10 les amis, il est placé ici. Vous voyez Lewandowski là? Ou alors si on joue avec un numéro 10, on jouerait avec Fermin ici et un double pivot. Ça c'est joué au poste de numéro 10 et avec des ailiers qui écartent. Là ce n'est pas le cas. Fermin joue dans le demi-espace droit ici, alors que Rafinha ne joue pas forcément un ailier. Quand on n'a pas le ballon, il est peut-être placé un peu ailier, et on défend peut-être comme ça en 4-4-2, mais quand on a le ballon, Rafinha il rentre dans l'axe et il joue dans ce demi-espace gauche. Baldé prend le couloir. Ici, Lamine écarte la plupart du temps, il est quand même assez écarté, il ne fait pas comme Rafinha, il n'est pas forcément très axial, Lamine, même si ça lui arrive de se déplacer, évidemment les joueurs se déplacent. Comme je l'ai précisé aussi, les joueurs ont beaucoup plus de liberté avec Flick sur le terrain qu'ils l'avaient avec Xavi à l'époque. Xavi, il y avait une position très fixe des joueurs, peut-être même trop, ça pouvait poser problème parce que du coup les joueurs, s'ils étaient pris, il n'y avait pas forcément de solution. Et à l'époque avec Xavi, on avait plus ou moins une défense comme ça à 3. C'était comme ça. Maintenant, on a un Koundé qui est un peu plus offensif que quand il y avait Xavi et des défenseurs centraux qui restent un petit peu seuls derrière. On a un Rafinha surtout et du coup un Fermin, mais surtout un Rafinha qui est très libre. Même s'il joue dans ce demi-espace gauche, ça lui arrive de déborder dans le couloir et ça lui arrive de se retrouver dans l'axe à attaquer cette zone-là même. On laisse volontairement beaucoup de liberté à Rafinha, pas mal de liberté à Lewandowski, quand je dis on, je parle de Flick, et quand même pas mal de liberté aussi à Fermin, qui peut redescendre comme ça. Mais la plupart du temps, Fermin est placé dans ce demi-espace droit ici, et non pas au poste de numéro 10, comme tous les joueurs qui jouent là. Que ça soit Olmo, que ça soit Fermin, que ça soit Gavi, que ça soit le voisin d'à côté. Et quand tu joues à ce poste-là, tu joues dans le demi-espace droit, et quand tu joues à ce poste de Rafinha, tu joues dans le demi-espace gauche. Peu importe le joueur. C'est la tactique, l'animation du coach, elle est comme ça. Maintenant, on joue pas forcément dans un double pivot, ou alors dans un double pivot aussi qui a pas mal de liberté pour monter sur le terrain. Lamine aussi, il a le choix entre coller la ligne. Souvent, son positionnement sans ballon, il colle la ligne. Quand on a le ballon, nous, on est en phase de possession, mais que lui, il n'a pas la balle, il écarte énormément. Très écarté souvent, et Rafinha, alors que Rafinha, lui, il vient à l'intérieur du jeu demander la balle. Et Baldé écarte. Baldé monte pas forcément, il n'est pas direct haut comme il l'était avant avec Xavi, mais en tout cas, il part d'un peu plus bas, mais il est déjà sur l'aile. Koundé est sur le côté en latéral, et il est assez haut, mais il n'est pas non plus comme Baldé très haut. Il est un peu plus bas que Baldé. On va monter un petit peu plus Baldé, on va mettre Koundé. Pas forcément symétrique. Koundé n'est pas aussi offensif que Baldé parce que Baldé de son côté, Rafinha il rentre dans l'axe. Donc il va y avoir quand même une volonté peut-être des deux joueurs d'essayer de combiner, même s'ils le font pas énormément, mais il va y avoir peut-être une volonté. Mais Baldé lui, il n'est pas bloqué par un joueur devant lui. Donc il va jouer un petit peu plus haut. Koundé lui c'est différent, il joue pas aussi haut que Baldé parce que devant lui aussi, il y a Lamine qui est dans cette position. Il va pas venir ici et ils vont pas se coller les deux, ça n'aurait pas trop d'intérêt. Donc Lamine lui, quand il a le ballon, soit il déborde, il va essayer de dribbler,
Et à ce moment-là, Koundé, s'il fait son appel, si Koundé fait son appel, il le fait à l'intérieur potentiellement. Ça, c'est l'option numéro 1. Si Fermin, par exemple, vient ici, Koundé, il va pas faire le même appel que Fermin et aller dans la même zone. Mais si Fermin il fait son appel ici dans la surface, Koundé, il peut faire son appel ici. Ou alors venir au moins en soutien. Il reste en soutien, je pense, quand Fermin fait son appel, et on a peut-être De Jong qui peut monter, ou alors Rafinha fait son deuxième appel, et Pedri monte un petit peu plus. Bref, possibilité numéro 1. Si Fermin est trop en attaque, par exemple, il est au poste limite, Lewandowski est deuxième poteau et Fermin premier poteau, Lamine a le ballon. Si Lamine provoque balle au pied et rentre dans l'axe, à ce moment-là, Koundé il va dédoubler là. Il va se proposer, il va essayer de libérer Lamine. Là, l'objectif, le but pour Koundé, la consigne, c'est vraiment de faire les appels pour libérer au maximum Lamine et que Lamine se retrouve en 1 contre 1. Donc Koundé il s'adapte en fait au jeu. C'est pas comme Baldé. Baldé, il doit pas s'adapter. Baldé, il est censé faire ses appels et se proposer dans le couloir pendant que Rafinha lui libère le couloir, et Rafinha est très axial pour avoir cette position assez dangereuse et les appels qu'il peut faire dans le dos de la défense, plein axe, comme un deuxième attaquant, on va dire. Ou un troisième, parce que Fermin est un peu aussi comme un deuxième attaquant. Donc, les deux, Fermin et Rafinha, apportent vraiment, quand ils jouent, que ce soit Olmo ou Fermin, ils apportent en attaque en faisant des appels. Et là, Baldé, lui, il doit prendre le couloir. Koundé, c'est pas forcément son cas. Ça dépend de ce que fait Lamine, en fait. Une fois que Lamine a le ballon, l'objectif, la consigne pour Koundé, c'est de libérer Lamine, tout simplement. Et non pas de libérer Lakrim. Donc on revient un peu en arrière. On va parler du double pivot. De Jong est assez bas quand il s'agit de sortir les ballons généralement, mais quand c'est pas le cas, il peut aussi un petit peu se projeter et jouer assez haut. Il a cette qualité technique, et je pense que c'est ça aussi qui l'avantage par rapport à un Casado. C'est un peu le débat en ce moment, Casado ou Frenkie. Casado, il est moins technique, moins fin techniquement, balle au pied, qu'un De Jong. Donc c'est à dire que quand il va y avoir Pedri qui va être marqué, et quand ça va être à Casado par exemple de faire la différence balle au pied, d'essayer de dribbler aussi, d'apporter sans portant la balle ou en faisant des belles passes, on va dire, De Jong il va être plus fort dans ce domaine-là. Là où Casado est beaucoup plus fort que De Jong, c'est défensivement. Parce que Casado est très très bien placé dans les milieux de terrain en Liga quand il s'agit de tacler, de récupérer les ballons et de mettre de l'agressivité. Maintenant, dans les duels aériens, De Jong, je pense qu'il a plus d'avantages que Casado, il y a ça aussi. Techniquement, balle au pied, Frenkie De Jong est au-dessus de Casado. Donc il y a cette volonté chez Flick d'avoir un autre joueur qui peut faire le jeu, un autre que Pedri. Et ça peut libérer aussi, pendant que De Jong sort un peu la balle, ça peut permettre à Pedri de jouer plus haut et de recevoir le ballon plus haut, et donc d'être plus dangereux pour cette équipe du Barça offensivement en délivrant des passes en étant dans le dernier tiers du terrain. Parce que si Pedri reçoit la balle ici et fait une passe pour des appels de Fermin, de Rafinha, de Lewandowski, de Lamine, j'en sais rien, il peut distribuer. Il a plusieurs solutions pour distribuer. Façon de parler, hein. Mais si Casado est sur le terrain et qu'il a un peu de mal à sortir la balle, Pedri il va devoir redescendre pour aider à sortir la balle, pour apporter cette touche technique. Pour se défaire d'un pressing qui peut être gênant pour l'équipe du Barça. Et donc Pedri, s'il est plus bas, il va devoir remonter le terrain pour distribuer, et c'est là qu'on va avoir un peu plus de mal à apporter du danger offensivement. Voilà la raison pour laquelle De Jong est passé devant Casado aussi, parce qu'il apporte plus avec ballon et qu'il y a ce truc aussi physique. Il est plus puissant et plus grand que Casado, donc dans les duels aériens, dans les duels, il peut peut-être plus gagner de duels que Casado, qui a un physique un peu forcément plus petit, tout ça. Même si Casado est plus agressif que De Jong, on l'a vu, il est quand même moins puissant, moins grand. Voilà pour l'avant-match, voilà pour ma compo. J'espère que j'ai été assez clair avec tous les positionnements un petit peu, tout ça. C'est vrai que souvent quand on regarde les matchs, on est un peu pris dans le match, on n'est pas forcément focus sur le placement des joueurs, leur rôle, tout ça, et puis voilà, on peut croire certaines choses qui sont pas forcément vraies, et puis on entend aussi les commentateurs à la télé qui disent des choses, les commentateurs qui disent pas forcément toujours les choses les plus vraies, qui donnent leur avis aussi, donc l'avis peut être faussé par quelque chose, comme tout le monde, comme le mien aussi évidemment, hein, je dis pas le contraire, mais en tout cas voilà, il faut essayer de se faire son propre avis et de regarder les matchs attentivement, regarder le positionnement des joueurs, les appels qu'ils font, les déplacements, dans quelle zone ils évoluent. Vous verrez que les choses seront plus claires, je pense. On se retrouve demain pour l'avant-match. Je serai 1 heure avant le match en live comme d'habitude, et puis après pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien les amis, passez un excellent week-end. À demain.